On repart, les amis. Donc, on était sur... Juste un mot sur l'Europe. Vous pensez que Van der Leyen, là, c'était son discours sur l'état de l'Union la semaine dernière. L'Union ne fera pas l'erreur de l'austérité des années 2010 ? Oui. Bah oui, ça coûte rien de le dire, c'est ça Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte que, en particulier l'année 2011 est dans les têtes de tout le monde, hein, cette fameuse année où Trichet remonte 2 fois les taux en l'espace de 3 mois, où on fait des efforts considérables pour remettre les déficits budgétaires européens, et derrière, on se crée la crise des dettes souveraines européennes. Donc effectivement, ça me paraît assez normal de dire on prendra le temps qu'il faudra. Elle ne peut pas non plus faire autre chose. Van der Leyen est... Mais est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire en finir avec le pacte de stabilité ? Non, mais ça veut clairement dire donnons-nous du temps pour le revoir. Donnons-nous du temps pour dire n'essayons pas dès 2022 de tout remettre en ordre. Okay. Donnons-nous un chemin. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. En tout cas. François-Xavier ? C'est 60% de dette maximum par an. Ouais. On est à plus de 100 en zone euro. Hein. Ouais. Donc, le pacte de stabilité, il est très, très, très loin derrière. Et il n'y a aucun moyen de revenir en l'état actuel de la monnaie. Encore une fois, comme on a besoin de créer de la monnaie et qu'on la crée uniquement par la dette, on crée de la dette. Et donc, en fait, Ursula von der Leyen, c'est un peu... puisque ces événements nous dépassent, feignons d'en être les auteurs. Ouais. Pardon, mais c'est comme la Banque centrale. C'est de dire... on ne peut pas faire autrement. La Banque centrale, et Wilfried l'a rappelé, ne va pas remonter ses taux, ou si elle les remonte d'un epsilon, elle leur remontera directement. Alors, tu sais, dans le pacte de stabilité, il y a le taux de dette sur richesse créée, sur PIB, mais il y a aussi les fameux 3% de déficit budgétaire. Voilà. C'est pareil. Encore une fois... Et donc, les Bataves, les Allemands, les Danois, etc., ils vont remettre leur rancœur, ils vont jeter la rancune à la rivière. Les Allemands, ils sont à 75%, les Bataves, ils sont pas très loin de 60%. Oui, ils sont à des niveaux de dette qui auraient paru... Oui, mais pas des niveaux de déficit budgétaire. Non, mais encore une fois, globalement, tant qu'on continuera à créer la monnaie par la dette, on aura besoin d'un volume de dette. Donc, d'accord, mais en gros, la question, c'est est-ce que dans 3 mois, on se reprend une crise nord-sud, comme on en a régulièrement ? Voilà, c'est ça la question. François, on a déjà eu le fameux appel des 8, il y a 10 jours. 8 pays frugaux. Alors, on note la présence de l'Allemagne. Petit quand même. Oui, voilà, c'est ça, parce que tu te retrouves avec Pays-Bas, Autriche, Slovénie... Finlande, ça. Voilà. Donc, on les connaît, sauf l'Allemagne qui est en plus dans ses élections, donc elle ne peut pas trop agir. Mais effectivement, on a ce fossé, indubitablement, on a ce fossé nord-sud. Xavier le rappelait, on a en moyenne plus de 100% de dette sur PIB, mais c'est vrai qu'on a une fracture qui est très très nette entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Sud qui englobent la Belgique. Mais effectivement, on a cette fracture-là. Et on va avoir des discussions. Mais les pays du Nord vont probablement trouver une espèce de compromis en disant on fait un chemin et puis progressivement on recule l'horizon du chemin. Et puis les élections allemandes vont nous dire si les pays du Nord c'est avec l'Allemagne ou sans l'Allemagne, parce que c'est pas complètement évident de savoir quelles vont être les orientations budgétaires du nouveau gouvernement. Ça c'est le gros point de un doute là-dessus. Le seul qu'on connaisse, c'est les orientations budgétaires françaises en fait. Oui, ça par contre c'est assez stable. Ça y a pas tellement de risques. Absolument. Le risque d'austérité en France est faible. Et très très. Ça c'est clair. Non, rigolez pas, on est sous régime ultralibéral avec des dépenses publiques en France qui vont donc revenir à 55,6% du PIB en 2022. Ça, c'est les premiers chiffres du budget. Et elles étaient 55,1 en 2017. Oui, mais ta référence à l'ultralibéralisme est intéressante. C'est-à-dire qu'en France, il y a austérité dès que la dette s'arrête d'être creusée pour les dépenses budgétaires courantes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un signe d'austérité. Quand elle ralentit. Et de la même façon que... un État qui se dit, mais finalement, je n'ai peut-être pas intérêt à intervenir dans le secteur de la couche culotte et pour la normaliser. Et donc, que l'État réfrène un peu sa propension à tout réglementer, à tout réguler. On dit à ce moment-là, on tombe dans l'ultralibéralisme. Ouais. Donc, les deux vont ensemble. Plus d'austérité, c'est simplement à essayer de stabiliser la dette et l'endettement pour les dépenses courantes. Voilà. C'est ça en France. Voilà. Il faut traduire. C'est comme l'aspirine, c'était Seinfeld qui racontait ça. Il n'y a plus le truc fort. C'est tout de suite extra fort. Tu n'as plus, en fait, la moyen tu ne veux plus être juste libéral. Tu es forcément ultra-libéral. Sinon, c'est social-libéral. Un mot, parce qu'il faut un mot sur la Chine après ça. Non, mais tu as un déséquilibre structurel sur la dépense publique. Je veux dire, tout le monde pousse à la dépense. L'électeur pousse à la dépense. Mais bien sûr. La Banque centrale, qui était censée être le gardien du temps, pousse à la dépense en disant mais la monnaie ne peut pas tout, donc dépenser. Qu'est-ce que tu veux que le politique fasse au milieu ?
à un moment donné, même s'il a été élu sur des trucs vertueux, il va forcément dire ouais, mais les circonstances sont exceptionnelles, c'est la crise Covid, c'est la machin, c'est la truc, et il va ouvrir les vannes. C'est ce qu'a fait Sarkozy, ce qu'a fait Hollande. Là, d'ores et déjà, il y a c'est tout. donc la Cour des comptes a constaté, ça on en parlait la semaine dernière, 7 milliards d'euros de dérives de dépenses ordinaires en 2020 sans rapport avec le Covid, et d'ores et déjà 11 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement sont prévus au budget 2022. Donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, les Ségur de la santé, les Beauvaux de la sécurité. Et les rôles, etc. Et donc, si on n'avait pas fait ça, on entrait dans l'austérité. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais Moscovici a été des deux côtés de la barrière. Hein. Là, maintenant, il est à la Cour des comptes, mais il a été à Bercy. Donc voilà, il était à Bercy, il dépensait. Et il a été commissaire européen en plus. Ouais, Moscovici. Il était des trois côtés de la barrière. Oui. Restons sérieux. Oui. La Chine peut représenter. Donc, là encore, vous allez dans les replays de Bismart, formidable émission sur la Chine avec 3 experts du sujet. Donc, c'était la semaine dernière. On a effectivement parlé de ce conglomérat Evergrande, donc immobilier, mais pas seulement. Voilà. Ils font de tout. Les gars font absolument de tout. Enfin, c'est assez spectaculaire. Et tu penses que oui, là, il y a un sujet systémique ? Je pense qu'il y a un véritable sujet sur la croissance chinoise. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit un sujet de finance internationale, pas encore. Alors, on est toujours surpris. Je pense qu'il faut être humble et modeste là-dessus parce qu'on est toujours surpris. Parce que les connexions sont trop faibles en fait entre le système financier chinois et le système financier occidental. Elles augmentent quand même. Hein. Ouais. Elles augmentent très très fortement. Donc il faut justement être prudent là-dessus. Il y a 3 ans, il n'y aurait eu aucun sujet. Aujourd'hui, les connexions ont augmenté. On sait que l'exposition en particulier aux entreprises et à la dette chinoise de beaucoup d'acteurs, en particulier dans la gestion d'actifs internationale, est importante. Donc il faut regarder tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir quel va être l'impact sur la croissance économique chinoise et sur les équilibres économiques chinois. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est tellement important en Chine, y compris sur, par exemple, dans les produits financiers qui sont vendus aux particuliers, les fameux produits de wealth management qui sont un peu l'équivalent des livrets boostés qu'on avait connus à une époque en Europe, sont très souvent assis. D'ailleurs, il y en a qui sont assis sur des produits Evergrande, sur des titres Evergrande, qui sont divisés en plusieurs parties, ça rappelle des souvenirs, et puis qui sont après revendus à ces sympathiques particuliers qui prétendent gagner beaucoup d'argent en dehors du taux sans risque. Et donc là, on commence à avoir effectivement un impact possible sur la consommation chinoise, sur le crédit chinois, non pas par défaut de liquidité. Parce que ça reste, c'est 230 milliards de dettes, quelque chose comme ça, je crois. J'avais lu 300. Non, mais en fait... Ça va, quoi, tu vois, c'est digérable, même si tu as 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 particuliers qui perdent leurs économies. Sur cet acteur, oui, mais ce dont on se rend compte, c'est que quand on regarde, par exemple, le marché chinois depuis 3-4 jours, c'est que la contagion a commencé déjà sur le marché immobilier, dans les consortiums, tous les consortiums immobiliers, les Fantasia, Sunac... tous les grands de l'immobilier sont touchés, à la fois dans la partie action et dans leur partie dette. La dette globale chinoise, quand on regarde le marché de la dette à haut rendement chinois, fin juillet, il rapportait 8%, ce matin, il rapporte 15%. Bon, ça veut dire quand même que le risque a légèrement augmenté. On commence à avoir des impacts sur les acteurs financiers importants. Hein. Jusqu'à la semaine dernière, c'était des petits acteurs à l'échelle chinoise, donc des acteurs à peu près de la taille de peut-être la moitié de BNP Paribas, qui souffraient énormément parce qu'ils étaient très investis là-dessus. Là, ce matin, par exemple, à Hong Kong, on a International China Bank, Merchant Bank, qui pèse à peu près 3 fois BNP Paribas en termes de capitalisation, c'est 200 milliards de dollars, qui perdait 6%, parce qu'effectivement, on se dit, va y avoir des créances douteuses, va y avoir une problématique de crédit, et donc une problématique de croissance. Et on sait que le moteur chinois... qui est déjà problématique. Voilà, exactement, quand on regarde la croissance mondiale, le quart de la croissance mondiale, c'est la croissance chinoise. Donc quand on tape la croissance chinoise, il y a un impact après. Je pense que c'est plutôt par des impacts économiques classiques que par des impacts type Lehman Brothers que ça va se gérer. Mais il faut gérer la chose rapidement, parce qu'on sait que la vitesse, on a appris ça dans la crise financière, hein, la vitesse est très importante. Sachant que, mais je l'ai découvert la semaine dernière, je dois vous dire, mais sachant que, en fait, il continue à avoir un mal fou à juguler la crise sanitaire.
Ah, tout à fait. Finalement, il y a des fermetures de ports régulières encore aujourd'hui. Comme les vaccins chinois ne sont pas efficaces contre le nouveau variant, ils sont obligés de maintenir leur politique de zéro Covid. Une politique de zéro Covid, ça veut dire que vous fermez les ports, vous fermez les usines. Voilà, de temps en temps, tu as 3 millions de personnes qui se retrouvent confinées pendant 15 jours. Il y a énormément de pénuries aujourd'hui sur les produits chinois, c'est à cause de cette politique zéro Covid. Bon. Qui ne marche pas. François-Xavier, un commentaire là-dessus. Je suis assez fasciné parce que je suis plutôt libéral, un peu puriste, et je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut... Ultra néolibéral ? Non, ni ultra néo, mais juste à l'ancienne, quoi, à Tocqueville, tout ça, enfin ces gars-là, quoi. Old school, mais... Et donc je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut séparer la liberté politique et la liberté économique, et j'ai regardé la Chine en disant, mais comment ils arrivent à le faire ? Et là, il semble que ce soit plus dur. Ça frotte, ça frotte fort. Franchement, alors tu iras écouter l'émission si tu as le temps. En fait, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Moi, je cite les experts, dont l'un est à Hong Kong d'ailleurs. C'est-à-dire que tu as un espèce de... On les laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Voilà, il y a le pouvoir, il est là, ils sont communistes, on s'en fout un peu, on vit notre vie. C'était ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, sauf que là, ça frotte. Sauf que là, tu commences à voir le pouvoir économique, le pouvoir politique, qui commence à dire aux gens qui ont développé les entreprises et qui étaient relativement tranquilles et qui pouvaient effectivement... tu parles d'Alibaba et tout ça ? Non, c'est pas pareil. Ah bah oui. Là, on est sur le terrain de François, là. C'est pas pareil. Non, attends, c'est important, parce que Ant Financial, Alibaba, etc. et tout, c'est les entreprises hyper puissantes. Oui, je sais bien. Les Chinois, alors François, ne font que ce qu'on devra faire sans doute un jour avec Facebook et Google ? En tout cas, eux, ils le font plus vite. Oui, ils sans ont pas de ménager problème. les entreprises. Voilà. Mais effectivement, et là, c'est mondial, mais la Chine est exemplaire de ce point de vue-là. Il y a une reprise en main des entreprises hyper puissantes. Hyper puissantes d'un point de vue économique, mais aussi hyper puissante dans l'influence sur les comportements des citoyens. Et donc, les Chinois reprennent en main, donc le Parti communiste chinois reprend en main ces entreprises, que ce soit des entreprises hyper puissantes d'un point de vue financier ou dans l'immobilier, ou alors simplement les entreprises qui fabriquent des jeux avec cette idée que les petits-enfants chinois pourront, comme les petits-enfants européens, jouer 5 heures par jour. Eh bien non, le Parti communiste chinois a dit... 3 heures. 3 heures par semaine. Ouais. 3 heures par semaine. C'est bien ça qui est intéressant. Mais oui, mais c'est pas un frottement politique, François. C'est un frottement libéral. C'est un frottement libéral. Pouvoir de marché trop fort, il tue la concurrence, parce que tu vois bien, il y a des choses très très intéressantes. Il y a notamment ce sujet de savoir si cette hyperpuissance, en parlant d'Alibaba, d'Ant Financial particulièrement, n'était pas en train en fait de tuer toute initiative et de capter l'ensemble des initiatives qui pouvaient être prises ici ou là, tu vois. Écoute, ça me paraît quand même une vraie tension entre la dimension économique et la dimension politique, et j'aimerais bien voir. Enfin, en tout cas, tu vois quand même les marchés qui fléchissent. Tu vois quand même les marchés qui ont eu du mal. Normal. Attends, 1700 milliards de capi. Donc la question, il n'y a pas que les entreprises hyper puissantes. C'est ça qui est intéressant. Et si tu veux, cette idée de dire quelque part, ces entreprises-là, mais comme Facebook ou comme créent des communautés qui sont des quasi-État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as de la police interne, tu as de la diplomatie interne, tu as de la diplomatie. Tu as de la monnaie. C'est vrai, tu as de la monnaie potentiellement. Alors, c'est ça qui est vachement juste intéressant. Un point là-dessus, c'est que ça, ils peuvent... Alors, pour le coup, Alipay, en fait, ils sont morts. Trop dépendants. Non, ils sont trop dépendants d'Alipay pour y toucher. Ça a été coupé en deux. Enfin, ça prendrait trop de temps. Mais en fait, ils sont obligés de faire d'Alipay une sorte de bien public. Voilà, mais Alipay, ce qui rapportait de l'argent à Alipay, c'est le crédit. Oui. Mais donc, à partir du moment où ils coupent, ils tuent Alipay. Ouais. Après, super, on a une application très commode. Voilà, c'est ça. C'est pas ça qui va rapporter de l'argent. Tout à fait. Non, mais le point qu'on ne voit pas forcément d'intersection entre le politique et l'économique, c'est que ces firmes ont une telle puissance, ont un tel effet sur les citoyens, sur les personnes, que ça devient intolérable. Il y a presque une rivalité entre les élus qui sont là pour changer la vie des citoyens, ou en tout cas pour exercer une influence sur la vie des citoyens, et ces entreprises qui exercent une influence sur les personnes qui est absolument colossale. Donc le Parti communiste chinois... et donc ça viendra chez nous. Il veut influencer les citoyens, mais il voit qu'il y a des entreprises, ne serait-ce qu'à travers les gosses qui jouent aux jeux vidéo, que les entreprises ont presque plus... autant ou sinon plus d'effets que le Parti communiste lui-même dans les cerveaux. Et donc c'est bien cette lutte